Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir de Télé Liban. À Doha, le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Antonio Guterres dénonce les violations répétées du cessez-le-feu à Gaza, alors qu'une trêve fragile tente de mettre fin à 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas. Il appelle toutes les parties à respecter l'accord conclu en octobre dans un contexte où le bilan humain continue de s'alourdir. Antonio Guterres dénonce les violations répétées du cessez-le-feu à Gaza, alors qu'une trêve fragile tente de mettre fin à 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas. Il appelle toutes les parties à respecter l'accord conclu en octobre dans un contexte où le bilan humain continue de s'alourdir. Le secrétaire général de l'ONU se dit profondément préoccupé par la situation à Gaza. Antonio Guterres affirme que les violations du cessez-le-feu se poursuivent et demande un retour immédiat au respect de l'accord conclu en octobre. Il martèle « Toutes les parties doivent respecter les décisions de la première phase de l'accord de paix. Ces violations doivent cesser. » La trêve décrétée le 10 octobre après 2 ans de conflit a permis la libération de tous les otages vivants enlevés le 7 octobre 2023 en Israël. Mais le processus se grippe. La restitution des dépouilles des otages tués prend un retard important. Israël accuse le Hamas de bloquer l'accord. Le Hamas répond que retrouver les corps dans un territoire dévasté est extrêmement difficile. L'armée israélienne reconnaît avoir mené plusieurs bombardements en représailles à des tirs ayant coûté la vie à 3 soldats. Selon des sources palestiniennes, ces frappes ont fait au moins 45 morts le 19 octobre et 104 morts dont près de 50 enfants le 28 octobre. La guerre avait éclaté le 7 octobre 2023 après l'attaque du Hamas qui avait fait 1221 morts en Israël, majoritairement des civils. Les représailles israéliennes ont plongé Gaza dans une catastrophe humanitaire, plus de 68 800 morts, là encore en majorité des civils, un chiffre confirmé par l'ONU à partir des données du ministère de la Santé du Hamas. Depuis Doha, Antonio Guterres rappelle que la paix reste encore hors de portée tant que les combats, même sporadiques, se poursuivent. Une trêve qui ne tient qu'à un fil et qui pourrait décider du sort de millions de civils épuisés par la guerre. Au Soudan, la communauté internationale tentait d'éviter le pire. Alors que l'ONU met en garde contre une guerre devenue incontrôlable, les autorités pro-armées étudient une proposition américaine de cessez-le-feu. Sur les terrains, les combats et les exactions se multiplient, notamment au Darfour et désormais au Kordofan. Depuis plus de 2 ans, le Soudan est ravagé par une guerre interne entre l'armée du général Abdel Fattah el-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR dirigées par Mohamed Daglo. Le 26 octobre, la prise d'El Fasher, dernier bastion de l'armée au Darfour, a marqué un tournant. Depuis, exécutions, viols, pillages, attaques contre des humanitaires, les témoignages se multiplient confirmés par des images satellites et des vidéos diffusées par les combattants. À Port-Soudan, le Conseil de souveraineté contrôlé par l'armée examine une proposition américaine de cessez-le-feu. Celle-ci est portée par l'envoyé spécial américain Mas'ad Boulos en coordination avec l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Mais jusque-là, aucun plan de paix n'a abouti, notamment parce qu'il prévoit d'écarter à la fois l'armée et les FSR de la transition politique. Depuis Doha, le secrétaire général de l'ONU appelle à des négociations immédiates. Antonio Guterres déclare « Venez à la table des négociations et mettez fin à ce cauchemar de violence maintenant. La crise est en train de devenir incontrôlable. » Les combats continuent de bloquer l'aide humanitaire. Près de 71 000 civils ont fui El Fasher en quelques jours. Au total, des millions de déplacés et des dizaines de milliers de morts depuis avril 2023 selon l'ONU.
À Khartoum, sous contrôle de l'armée, des enfants ont manifesté lundi, pancarte à la main. Ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les femmes. Entre guerre d'opposition et rivalité régionale, chacune des forces bénéficiant d'appui extérieur, le Soudan s'enfonce dans la catastrophe. Le sort de millions de civils dépend désormais d'un accord fragile qui tarde encore à se matérialiser. Au Liban Sud, une nouvelle frappe israélienne a fait un mort près de Nabatiyeh. Un drone israélien a visé une voiture sur l'axe reliant Kfar Dajjal à Nabatiyeh, près du complexe médical Medrar. Alors que les tensions persistent à la frontière, le président de la République, Joseph Aoun, réaffirme la nécessité de faire pression sur Israël pour qu'il cesse ses attaques et retire ses forces des zones encore occupées. On a appelé à la réactivation du mécanisme de coordination, estimant que le recours à la négociation constitue une option nationale souveraine. En Roumanie, l'OTAN affiche sa solidarité stratégique face à la Russie. Près d'Alba Iulia, un vaste exercice mobilise des troupes françaises, belges, espagnoles, luxembourgeoises et roumaines pour tester leur capacité de réaction rapide en cas de crise majeure sur le flanc est de l'Alliance. Sur la rivière Mureș, en Roumanie, les blindés avancent, portés par un pont flottant motorisé. Un franchissement crucial testé dans le cadre de Dacian-Fall, l'un des plus grands exercices militaires menés en Roumanie depuis l'invasion de l'Ukraine. Du 20 octobre au 13 novembre, une brigade multinationale armée par la France, avec des contingents belges, luxembourgeois et espagnols, multiplie les manœuvres aux côtés de l'armée roumaine. L'objectif est de montrer que l'OTAN peut renforcer très rapidement ses troupes sur son flanc est. Le général Maxime Dautran, commandant de la 7e brigade blindée, affirme: « Nous devons démontrer notre capacité à nous intégrer pleinement dans une division otanienne, dans les procédures comme dans le commandement. » Depuis 2022, la France commande le bataillon OTAN déployé en Roumanie, environ 1500 militaires. En cas de crise, ces effectifs devraient être portés à 5000 hommes. Un scénario que Dacian-Fall doit valider. Au-delà de la coordination militaire, c'est aussi un signal politique adressé à Moscou. L'Alliance entend rappeler que le soutien occidental à l'Ukraine reste intact. L'exercice intervient alors que les États-Unis ont annoncé la réduction d'une partie de leur présence militaire dans le pays. Une décision aux conséquences avant tout politiques selon le général roumain. L'OTAN montre ses muscles, une démonstration destinée à rappeler que sa solidarité stratégique n'est ni théorique ni symbolique. À l'heure où la guerre en Ukraine se poursuit, l'Alliance se dit prête à répondre à toute menace sur son flanc est. Au Brésil, la COP30 s'apprête à s'ouvrir à Belém dans un contexte de tensions croissantes autour du climat. 3 dossiers majeurs domineront les négociations: des engagements climatiques jugés insuffisants, un manque criant de financement pour les pays vulnérables et la protection urgente des forêts tropicales, notamment en Amazonie. Du 10 au 21 novembre, la COP30 se tiendra à Belém, au cœur de l'Amazonie. Un lieu hautement symbolique, mais aussi controversé. Car pour accueillir les quelques 50 000 participants, le Brésil a procédé à une déforestation de masse autour de la ville, détruisant des zones précieuses de la forêt tropicale, pourtant censées être au centre des débats. En 2024, à Bakou, la COP29 avait mis en lumière 3 enjeux majeurs: la biodiversité, la transition du bâtiment et la décarbonation. Pour y répondre, la 29e conférence avait encouragé les solutions fondées sur la nature, la restauration des forêts et une meilleure intégration des savoirs locaux dans les politiques climatiques. Les forêts, qui absorbent 30% des émissions de CO2, restent menacées par la déforestation illégale, les inégalités et le manque de financement. À Bakou, la COP29 a instauré un cadre pour les marchés carbone afin de réguler les crédits d'émission et stimuler les investissements verts, une avancée fragile face au greenwashing et au déséquilibre nord-sud. La conférence a aussi ciblé le secteur du bâtiment, responsable de 40% des émissions mondiales,
en promouvant la création de biocités, des villes durables conciliant nature et urbanisation, grâce à des matériaux écologiques et des forêts urbaines. Mais sans un financement massif, cette transition reste encore un vœu pieux. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre la COP30. Cette année, la COP30 a pour thème la biodiversité et sa protection. Les États doivent présenter leur nouveau plan climatique, mais selon l'ONU, il reste très insuffisant. Il ne réduirait que 10% des émissions mondiales d'ici 2035, loin des objectifs de l'accord de Paris des 1,5 degrés. La Chine a remis sa feuille de route, tandis que l'Union européenne divisée cherche un compromis. Les États-Unis, eux, restent au banc des abonnés absents, désirant ne pas participer à la conférence. Les pays en développement réclament des financements concrets pour s'adapter et décarboner leurs économies. L'an dernier, la COP29 avait promis 300 milliards de dollars par an, mais le Sud en veut 4 fois plus. Au cœur des débats, une feuille de route financière et le rôle du secteur privé seront discutés. Le Brésil, pays hôte, veut replacer les forêts au centre des priorités. Face à une déforestation record en 2024, il propose la facilité de financement des forêts tropicales destinée à lever 125 milliards de dollars pour récompenser les États protecteurs des forêts. Mais les pays nord restent prudents et aucun engagement concret n'est encore acquis. À la veille du sommet, l'incertitude domine. Entre ambition et contradiction, les négociateurs devront transformer les promesses en actes pour préserver la biodiversité mondiale. Voilà, c'est ici que s'achève notre journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.